Bon, bonjour à tous. Attention, il y a une marche, il faut le savoir. Merci d'être venus si nombreux. On va parler maintenant de mobilité. Alors la mobilité, au début, on pensait parler des transports. Et c'est Anne-Marie Hydra qui nous a dit non, c'est plutôt la mobilité, c'est plus compliqué que ça. Et elle nous disait notamment, quand on a préparé ce débat, la civilisation, le progrès a longtemps avancé avec les sédentaires. C'est quand l'homme est devenu sédentaire qu'il a commencé à progresser. Maintenant, ce serait plutôt l'inverse. Ce sont les mobiles qui font avancer les choses. Donc, pour parler de ce sujet qui est quand même central, on a déjà c'est quelque chose qui préoccupe les gens, y compris nous-mêmes, puisque pour venir à Toulouse, on a quelques-uns d'entre nous ont eu des difficultés. Nous avons Anne-Marie Hydrac qui est là. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que nos invités sont là? Alors attendez. Est-ce qu'Anne-Marie Hydrac peut monter? Ah voilà. Voilà nos invités du jour. Asseyez-vous. Alors nous avons donc Anne-Marie Hydrac qui connaît bien le sujet des transports et la mobilité puisqu'elle a dirigé la RATP et la SNCF. Elle a même été secrétaire d'État au transport, au commerce extérieur aussi, mais au transport. Elle est aujourd'hui consultante senior chez SIA Conseil. Donc c'est une grande spécialiste du sujet. Nous avons Jean Botti, qui est le directeur général délégué technologie et innovation chez EADS. Alors vous savez, EADS ici, je pense que vous le savez tous, ici c'est quand même quelque chose de très important. C'est Airbus, bien sûr, qui a connu une année 2011 exceptionnelle. Il y a ATR, il y a Astrium et un centre de recherche, c'est Innovation Works, je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est la ville de EADS ici. Et Jean Botti va essayer de nous faire rêver avec son avion du futur, le Zest, entre autres, et qui vole à Mach 4, je crois, quelque chose comme ça. Nous avons Marc Pircher, qui est le directeur du CNES Toulouse, et qui va nous parler... Pardon ? Et qui va nous parler notamment de la révolution de la géolocalisation, des satellites. C'est quand même un sujet fondamental. Nous avons Michel Dom, qui est là, qui est le directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut Pascal, et qui va nous raconter une histoire assez étonnante. Ça s'appelle l'ascenseur horizontal, il va vous expliquer tout ça. Thierry Koskas, qui s'occupe de la voiture électrique chez Renault. Vous savez que Renault est assez en pointe sur ce sujet-là, et donc il va nous parler de cette aventure qui intéresse beaucoup de gens, qui fait un peu rêver. Certains ont des doutes, il va nous expliquer comment ça marche et comment tout ça va fonctionner. Et Christian Lelièvre, qui est le directeur de la fondation Altran pour l'innovation, et qui va nous parler de sujets assez variés. Il va nous parler de l'aéroport du futur. Alors il a des ambitions étonnantes, hein, faire entrer les gens sous la piste, c'est quand même un peu particulier. Et il va nous parler également de Solar Impulse, vous savez cet avion solaire qui est absolument magnifique. On en verra quelques images tout à l'heure. Alors, Jean Botti, on va peut-être commencer par vous, d'autant que vous devez partir un peu plus tôt tout à l'heure pour Singapour, et comme vous n'avez pas encore l'avion du futur qui vole à Mach 4,4, il va falloir que vous partiez un peu plus tôt. Racontez-nous un peu, est-ce que c'est vraiment crédible d'aller à Tokyo en 2h30 ? Je crois que c'est crédible. C'est pas les technologies qu'on a mis dans cet avion, il n'y a rien de révolutionnaire. Donc je pense que d'un point de vue technique, c'est faisable. Maintenant, une innovation, c'est pas que de la technologie. Il y a aussi, je dirais, il faut savoir faire des choses au meilleur coût. Est-ce que c'est rentable? Ça, c'est toute la partie recherche qu'il faut amener derrière. Donc, mais d'un point de vue des technologies, si vous voulez, aujourd'hui, je dirais que on ne voit pas de problème majeur. Voilà. Mais alors parlez-nous un peu du Zest. Alors c'est un avion qui ressemble de très loin à un Concorde. Et alors ça vole à Mach 4,4. Comment est-ce que c'est possible une chose pareille ? Oui, ça va même jusqu'à Mach 5. Et une des idées, en fait, on ne voulait pas refaire le Concorde. Hein. Cet avion, il est né d'une collaboration entre le Japon, la Direction générale de l'aviation civile, et la France. Donc nous, c'est la partie française de l'ADS qui s'en occupe. Et cet avion, en fait, c'est un hypersonique.
Et on ne veut surtout pas faire Concorde parce que Concorde, c'était une merveille technologique, il faut le savoir, mais c'est quand même un avion qui était extrêmement polluant et extrêmement consommateur d'énergie. Nous, ce qu'on voulait faire là, c'était justement un avion qui soit, d'un point de vue de l'environnement, extrêmement, je dirais, acceptable. C'est pour ça qu'ils ne volent pas. Il y a une partie du vol qui ne se fait pas dans l'atmosphère, mais qui se fait à la limite entre la couche. Alors on avait quelques images. Est-ce qu'on pourrait voir les images du Zest? Je ne sais pas si en J, mais parce que ça commence au début avec des biocarburants, c'est ça les premiers moteurs? Alors le premier, le décollage, hein, se fait comme un avion tout à fait normal, mais par contre avec des biocarburants de 3e génération. Donc c'est des biocarburants à base d'algues. On a fait voler en 2010 un avion comme ça. Hein, c'était très intéressant. Ça nous a permis énormément d'apprendre. Donc là, on sait qu'on peut faire. Ensuite, il y a une phase de montée avec des moteurs fusées, avec un petit moteur fusée, qui nous aide de passer à Mach 0,8 à Mach 2,5. Et là, on va à une altitude à peu près de 5 km d'altitude jusqu'à 27 km d'altitude. Et là, il faut y aller assez rapidement. Et il faut y aller avec une accélération qui est acceptable pour les humains. Donc, c'est la sensation d'une voiture de sport, quoi, hein. Et il faut asservir en plus les sièges pour que la montée soit acceptable. Qu'on n'ait pas l'impression d'emmener dans un... Donc, on n'a pas besoin d'être pilote de chasse avec des combinaisons? Non, pas du tout, parce que non, c'est pas le but. Et puis ensuite, quand on arrive à une altitude, à 27 km d'altitude, on a des moteurs ramjet, qui eux ne fonctionnent qu'à partir de Mach 2, 2,5. Et là, on passe de Mach 2, 2,5 jusqu'à Mach 5. Là, c'est le vol de croisière. Et on est au-dessus de l'atmosphère. Donc là encore, on fonctionne... Alors, la deuxième partie, c'était avec de l'hydrogène. La troisième partie, c'était avec des biocarburants de 3e génération. Et donc, on ne pollue pas l'atmosphère puisqu'on est au-dessus de la couche. Hein, voilà. Et ensuite, on éteint tous les moteurs. Et on vient comme un planeur. On re-rentre dans l'atmosphère en planeur. Et à partir d'une altitude de 5 km, on rallume les turbojets pour atterrir comme un avion normal. Et ça, on pourra le voir à quel horizon? Est-ce que c'est de... Alors, je dirais que la commercialisation, et encore une fois, il faut démontrer que c'est rentable et qu'il y a un marché pour ça, ce sera aux alentours des années 2040-2050. Hein. Et c'est un marché de niche. Hein. C'est ce qu'avait le Concorde, en fait, hein, à l'époque. Et donc, il faut compter 2040-2050. Par contre, faire un prototype de type drone pour bien valider tous les concepts, ça, je pense qu'on verra ça bien avant. D'accord. Et je ne vous dirai pas quand. Alors, tout à l'heure, en coulisses, on discutait de tout cela. Et Anne-Marie Drac, vous nous disiez, mais à quoi ça sert de faire 2h30 pour aller à Tokyo aussi, de Tokyo Narita, qui est l'aéroport de Tokyo, jusqu'au centre de Tokyo, on met 2h30. À quoi ça sert d'aller plus vite aujourd'hui? Moi, je pense effectivement qu'avant de réfléchir aux véhicules, ou en même temps qu'on réfléchit aux véhicules, c'est intéressant de réfléchir à la mobilité. Donc, il y a un droit à la mobilité, en tout cas une aspiration au droit à la mobilité. Il y a aussi une espèce d'obligation de mobilité. Aujourd'hui, qui est immobile est exclu, en quelque sorte. Bon. Et puis en même temps, il y a des phénomènes qui contrecarrent un petit peu ça. Le vieillissement de la population, ça veut dire que peut-être demain, la mobilité importante à laquelle il faudra réfléchir, c'est à l'intérieur de la maison. Si on peut accéder à la culture, à la santé, à beaucoup de choses par le e-commerce, e-maintenance, e-banking, e-administration, etc., les vidéoconférences qui permettent déjà aujourd'hui d'ailleurs de travailler avec les collègues du Japon. Bon. Donc on voit bien que ça modifie les choses. Et puis aussi, il y a de plus en plus de restrictions à la mobilité et toute la question, bien sûr, de la pollution et quand on parle des véhicules terrestres, de l'encombrement. D'où toutes sortes de réflexions sur pollueur-payeur. Faut-il inventer des systèmes de points de mobilité ? Et bien sûr toute la réflexion sur les usages, etc. Donc je suis très intéressée, on parlera après des systèmes, des technologies, de ce que fait Alstom par exemple, etc. Bon, ou de ce que font les autres apporteurs de services, mais je trouve qu'il y a les véhicules, mais il y a les systèmes, et les systèmes ne sont pas simplement technologiques, ou en tout cas ne sont pas simplement les systèmes de pur transport pour aller d'un point A à un point B.
Alors, vous parliez d'environnement et d'écologie. Il y a dans l'avion du futur, il y a un autre sujet qui est un peu différent, qui est celui de l'avion électrique. Alors il y a un projet, Jean-Baptiste va nous en parler, mais est-ce que, Christian Ley, vous nous parlez, puisque vous êtes partenaire de Solar Impulse, qui est cette espèce d'oiseau gigantesque, avion solaire? Oui. Oui, le Solar Impulse, c'est un projet qui est mené par Bertrand Piccard, suisse, et qui a pour objectif de faire le tour du monde avec exclusivement des énergies non renouvelables. Renouvelables, pardon. Voilà. Non renouvelable, c'est le cas pour l'instant. Oui. Donc des énergies totalement renouvelables, et en l'occurrence, il s'agit de l'énergie solaire. Et donc, ce qui est magique dans ce projet, c'est outre l'avion en lui-même, qui fait 65 mètres d'envergure, donc l'envergure d'un gros porteur, qui fait 1,5 tonne, qui fait donc une berline, et qui a des moteurs de 40 chevaux, donc grosso modo un scooter. Donc on se retrouve à 8000 mètres, 10 000 mètres, 12 000 mètres d'altitude, avec 30 mètres d'aile de chaque côté, tout seul dans le cockpit, sans pressurisation, sans chauffage, et avec dans les mains... Vous avez volé dedans, vous? Pardon? Vous avez volé dans le... Ah non, c'est un grand regret, peut-être dans la prochaine version, où on pourra peut-être monter à deux dans l'avion. Mais donc, il y a un vrai risque, on se retrouve donc à cette altitude avec un moteur de scooter dans les mains. Et ce qui est magique dans ce projet, et ce qui est vraiment emblématique, c'est que quand on a démarré en 2003, les calculs montraient que c'était pas possible, qu'on n'avait pas les technos, pas les idées, pas les moyens de faire ce projet. Aujourd'hui, 8, 9 ans, 10 ans après, l'avion vole, il a passé plus de 24 heures en vol l'année dernière, en 2010. Et donc c'est quelque chose qui est... Et tout ça, c'est pourquoi? C'est grâce à... on a travaillé, on a innové, on a inventé des choses nouvelles, on a d'autres manières de voir, on est sorti du cadre, on a fait tout ce qui est le métier de l'innovation pour aboutir à ce résultat-là. Et quelque part, on est passé du virtuel au réel, et ça, c'est quelque chose qui me fascine réellement. Un contre-courant de toute la notion, de tout ce qu'on parle, de tout ce qu'on dit sur le virtuel, qui est aujourd'hui mis en avant de manière extrêmement importante. Et là, on est vraiment dans la démarche qui est de concrétiser un rêve. Alors, c'est effectivement de la science-fiction qui se réalise, mais au fond, à quoi ça sert de faire Solar Impulse? À part que c'est un magnifique avion, à quoi ça sert? En quoi ça nous fait avancer, nous? En quoi est-ce que les gens qui sont ici vont pouvoir bénéficier de ces technologies? Alors là, on touche au grand paradoxe de l'innovation. Si je savais à quoi ça allait servir, je ne serais pas là. Je suis en train de travailler à fond pour faire une entreprise qui exploiterait tout ça. Sans parler de l'histoire du laser que tout le monde connaît, où l'inventeur en 1960 disait c'est une super lumière rouge, mais je ne sais pas à quoi ça va servir. Aujourd'hui, il y a quelques milliards de lasers dans le monde. Indépendamment de ça, je pense que c'est un projet qui a pour objectif de montrer que c'est possible. Les applications, elles sont bien sûr, on a quelques idées, mais elles sont bien sûr à imaginer. Et c'est à partir du moment où on montre que c'est possible que le champ est ouvert. On ouvre la porte et après, il y a tout un champ à explorer. Alors, pour quand même répondre plus concrètement, pourquoi pas imaginer des avions de ce type-là, donc qui quand même ont une possibilité de vol perpétuel. Une fois qu'on a fait une journée, 24 heures, on peut recommencer une autre, d'un point de vue énergétique, et puis une autre, et puis une autre. Le seul problème, c'est qu'au bout de 4-5 jours, il faut quand même changer le pilote. Mais sinon, l'avion, lui, il peut continuer. Et donc, pourquoi pas imaginer qu'on puisse remplacer des satellites, par exemple, de télécommunications, lors d'un événement important, pour doper les lignes télécom, par exemple les faisceaux télécom. Une Coupe du Monde, il y a X milliers, centaines de dizaines de milliers de personnes qui arrivent avec leur téléphone portable. Ça surcharge tous les réseaux. Donc aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des infrastructures qui sont lourdes. Envoyer quelques engins de ce type-là dans le ciel au-dessus du pays, qui tournent en permanence, voilà, c'est une application possible. Mais il y en a, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas. Alors, l'énergie de Solar Impulse, elle vient du soleil, mais c'est avant tout un avion électrique. Est-ce qu'on peut faire voler des avions de passagers avec des moteurs électriques, Jean-Baptiste? Ça paraît impossible, comme ça, on a du mal à y croire. Racontez-nous. C'est-à-dire qu'avec les technologies d'aujourd'hui, je dirais que ça paraît impossible. Mais, et d'ailleurs,
Le Solar Impulse en est l'exemple, c'est-à-dire c'est un avion qui est fait, c'est un beau démonstrateur du photovoltaïque, mais si vous deviez emmener 150 passagers sur le Solar Impulse, c'est pas 60 mètres d'envergure qu'il faudrait, mais il faudrait un aéroport entier. Donc il faut arriver avec des solutions qui soient, quand vous voulez emmener du transport de masse, je dirais qu'ils soient acceptables d'un point de vue de la physique. Pour nous, quand c'est un problème de gravité et pour emmener un grand nombre de passagers, il faut passer dans de l'électricité avec un très haut rendement énergétique. Le rapport puissance-poids doit être très élevé. Aujourd'hui, il n'y a aucune batterie, malheureusement, aucun moteur électrique qui nous permette de le faire, excepté une technologie qui est la supraconductivité. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ici ce que c'est que la supraconductivité. Alors, c'est une façon, je vais essayer de le faire le plus simple possible, d'obtenir un rendement énergétique extrêmement élevé dans les câbles électriques, dans les moteurs électriques, en refroidissant donc des câbles électriques qui sont des matériaux très spéciaux à moins 172 degrés. Voilà, donc il vous faut un tank d'azote, un réservoir d'azote pour refroidir tout ça. Et à partir de ça, vous avez des échanges extrêmement intéressants d'ions qui font que votre rendement se multiplie par 6, voire 7. Et là, on est dans la possibilité physique. C'est-à-dire que là, vous pouvez imaginer avoir des avions qui auraient des rendements équivalents à ce que l'on a aujourd'hui, qui s'approcheraient à ce qu'on a aujourd'hui avec les avions courants. Voilà. Mais c'est une grosse étape technologique. C'est beaucoup plus loin que le ZEST. Non, pas forcément. Il faut... Malheureusement, vous voyez, ça c'est un truc qui m'embête un peu, c'est qu'on avait cette technologie-là en France et on l'a perdue. On l'a transférée aux Chinois. C'est malheureux. Et moi, je dis il faut y revenir. Parce que, C'est-à-dire comment est-ce qu'on l'a transféré? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je crois qu'il n'y avait pas à l'époque, vous savez, il y a des choses, on voit les technologies et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, quelle est l'utilité? C'est un peu ce que disait monsieur avant, quelle est l'utilité? On ne voit pas toujours à court terme quelle puisse être l'utilité. Et après, on y revient 10, 15 ans après. C'est le cas de la supraconductivité. Nous, il faut absolument qu'on regarde à ça, parce que je pense qu'il y a des débouchés pour le futur qui peuvent être extrêmement intéressants. Sinon... Vous avez un projet concret qui s'appelle le Voltaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le Voltaire? Justement, le Voltaire, c'est un concept. C'est un concept qui, justement, essaie de pousser l'idée de cette supraconductivité et d'arriver avec une possibilité d'emmener. Alors, ce n'est pas des avions qui vont faire des vols de 6-7 heures. C'est des avions comme des navettes, Paris-Toulouse, Paris-Marseille, 1 heure, 1 heure et demie d'autonomie, mais qui seraient totalement électriques. C'est le concept Voltaire. Alors après, il y a toute la partie aérodynamique qui va avec ça. Par exemple, il n'y a pas de moteur sous les ailes. Le moteur électrique supraconductif est à l'arrière. Ça réduit énormément la bruyance aussi. Donc il y a tout un tas de détails qui sont travaillés pour faire de Voltaire un concept qui puisse voler dans les années 40-50. Alors, Thierry Koskas, vous vous occupez des voitures électriques chez Renault. Ça vous fait rêver, ça? Imaginez un avion électrique, ça vous paraît... Déjà que c'est compliqué, les voitures, non? Oui, alors ce serait pas mal d'aller à l'aéroport en voiture électrique et ensuite de prendre un avion électrique, mais enfin, on n'en est pas encore là. Et donc, finalement, la voiture électrique, c'est une innovation réinventée. Parce que au début de l'automobile, il y avait en fait autant de voitures électriques que de voitures thermiques. Et donc, les deux technologies étaient en concurrence. Et puis après, la voiture thermique s'est évidemment envolée, alors que la voiture électrique a pâti de difficultés qui étaient le coût et l'autonomie. Et donc on a fait le pari, il y a 3 ans chez Renault, d'être capable de mettre sur le marché des voitures électriques qui soient à la fois pas chères et qui aient en même temps une autonomie décente, c'est-à-dire qu'elles permettent de les utiliser au quotidien et de faire son trajet au quotidien. Et donc c'est ce que nous commençons à faire, puisque depuis la fin de l'année dernière, on a commencé à lancer les premiers modèles.
Alors c'est une technologie qui est donc aujourd'hui au point, je dirais. Il faut bien avoir en tête que c'est extrêmement technologique. Par exemple, la technologie des batteries, c'est quelque chose qui réclame énormément d'innovation. Être capable de faire des batteries qui non seulement vont être capables de transporter sur 150 km à un coût raisonnable et vont être capables de durer 10 ans, c'est un vrai challenge économique et technique. Vous vous inspirez, vous travaillez ensemble, l'industrie aéronautique et automobile là-dessus, ou pas du tout, ou c'est des recherches complètement séparées? Je pense que c'est un peu séparé. Alors les batteries, finalement, la technologie des batteries pour automobiles, c'est finalement pas très éloigné, par exemple, de ce qu'on connaît sur les téléphones portables ou les ordinateurs. Alors c'est évidemment pas la même échelle. Hein. Pour vous donner une illustration, une batterie pour l'un des véhicules électriques Renault, c'est à peu près l'équivalent de 4000 batteries de téléphone portable. Donc on voit tout de suite qu'on est sur des échelles complètement différentes. Et puis on est aussi dans le monde de l'automobile. Le monde de l'automobile, c'est de la très grande série. C'est des besoins de très grande fiabilité, des objets qui vont durer extrêmement longtemps. Il y a des similarités, bien entendu, avec l'industrie aéronautique. Mais enfin, il y a quand même la spécificité de mettre en place des choses à plusieurs millions d'exemplaires, hein, ce qui caractérise vraiment l'industrie automobile. Il y a des critiques qui disent mais Renault prend des risques énormes avec la voiture électrique, investit beaucoup d'argent dedans. Est-ce que d'un point de vue commercial, tout le monde ici va avoir une voiture électrique ? Alors, pas forcément tout le monde. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup investi, puisque au total, on va dépenser à peu près 1 milliard d'euros pour développer les quatre premiers modèles. On n'a pas l'ambition d'aller remplacer la totalité des voitures. Hein. Notre objectif, c'est à horizon 2020 qu'une voiture sur 10 sur le marché soit une voiture électrique, ce qui est déjà très ambitieux. Mais il y a aujourd'hui, par exemple, une voiture électrique, c'est capable de faire entre 100 et 200 km, on va dire, au quotidien. Il y a beaucoup de voitures qui ne sont utilisées que sur des déplacements de ce type. C'est-à-dire que ce n'est pas des voitures qui vont partir en vacances, faire des milliers de kilomètres, etc. Et donc, il y a une vraie place pour la voiture électrique, non seulement dans les villes, mais aussi en utilisation urbaine ou périurbaine. On a souvent l'idée que la voiture électrique, c'est un peu la voiturette de golf, le truc qui va à 50 à l'heure et tout. En fait, pas du tout. D'abord, c'est une voiture qui va sur route et sur autoroute. Et en plus, c'est une voiture qui a, pour ceux qui ont eu l'occasion de la conduire, des accélérations assez exceptionnelles, parce que le moteur électrique est fait comme ça. Et donc, c'est une voiture qui est largement utilisable au quotidien. Donc oui, on pense que la voiture électrique va vraiment devenir un marché de masse. Il y a des conditions pour ça, mais pas non plus que ça représente 100% du marché, bien sûr. Alors, la grande question, c'est les batteries, parce que tout le monde, c'est l'autonomie et les batteries. Comment est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il faut, et là, peut-être qu'Anne-Marie Drake peut aussi réagir là-dessus, je ne sais pas, un service public des batteries, des prises, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça peut fonctionner si on veut, si j'ai une voiture électrique que je veux aller à Toulouse parce que j'ai besoin de l'emmener à Toulouse, comment est-ce que ça peut marcher quelque chose? Alors, je vais peut-être commencer à répondre. Bon, pour recharger un véhicule électrique, d'abord, on peut le recharger sur une prise domestique. Donc, quelqu'un qui habite dans une maison, il pourra se recharger sur une prise domestique. Après, il faut effectivement une infrastructure dans la rue, dans les supermarchés, etc. On y travaille. Il faut dire que c'est un peu lent en France par rapport à d'autres pays. Si on voit, par exemple, si vous vous baladez à Amsterdam, vous allez trouver le long des canaux des tas de prises électriques pour les véhicules électriques. Il y a des pays qui sont très avancés, la Hollande, l'Allemagne, etc., qui sont très avancés. Et puis, pour donner un exemple d'innovation, l'un des premiers pays sur lequel on va commercialiser des voitures, c'est Israël. Alors Israël, pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique de ne pas dépendre du pétrole, on peut imaginer. Et puis les Israéliens, par définition, ne vont pas à l'étranger avec leur voiture, donc ils restent évidemment sur le territoire et sur un pays qui est petit comme deux départements français. Et donc on a l'objectif, avec un partenaire israélien, de développer massivement le véhicule électrique en Israël. Better Place, quoi. Absolument, une société, une start-up en fait, donc ça nous a mis dans le monde des start-up, donc une start-up qui a décidé de développer massivement le véhicule électrique. Et pour s'affranchir des problèmes d'autonomie,
on a inventé une technologie complètement différente qui est l'échange de batteries. Finalement, c'est assez simple. Au lieu de la recharger, je vais l'échanger. Donc, vous rentrez, alors c'est pas de la science-fiction puisqu'on a démarré la semaine dernière. Et donc, vous allez rentrer dans une station automatique. Ça ressemble un peu à une station de lavage. Votre voiture est immobilisée. Vous pouvez d'ailleurs rester dans la voiture. Et la batterie, en 3 minutes à peu près, est échangée, donc remplacée par une batterie qui a été préalablement chargée. Et vous pouvez repartir pour 150 km. Donc, c'est pas forcément transposable dans tous les pays. Mais enfin, c'est quand même une innovation extrêmement intéressante qui permet finalement d'effacer complètement la limite d'autonomie des véhicules électriques. Ce sont les relais de chevaux de diligence du Grand Ouest américain. Oui, absolument. Alors, le seul truc, c'est qu'on reste dans la voiture. D'ailleurs, on avait pris contact avec quelques pétroliers en France, et finalement, ça les intéresse un peu moyennement parce que une station-service, ça fonctionne surtout parce que vous sortez, que vous allez à la boutique. Et donc, si vous restez dans la voiture, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais enfin, on a quand même l'espoir un jour de pouvoir mettre ça en France. Anne-Marie Hydra, comment ça marche, hein, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est vous qui avez été ministre et qui êtes donc très en pointe sur cette question des politiques publiques, est-ce que ça nécessite, pour que ça marche, des normes françaises, européennes, mondiales? Est-ce qu'il faut que les pouvoirs publics décident de mettre des stations partout, des endroits où... Comment ça marche? Il y a plein de choses dans ce que vous dites. Je pense effectivement que le combat sur les normes, et sur les normes européennes, ou si possible sur des normes mondiales, est extrêmement important. D'ailleurs, c'est une des grandes forces de l'aérien que d'avoir réussi à avoir des normalisations qui garantissent un certain niveau de sécurité, donc qui favorisent des investissements dans la durée, les marges des entreprises, etc. Par exemple, pour le secteur ferroviaire, l'un des très très grands sujets, c'est celui-là. D'abord, même au niveau européen, il y a des normes, mais elles ne sont pas encore complètement mises en œuvre technologiquement. L'un des grands handicaps de l'industrie ferroviaire en Europe, comme Alstom, qui est en pointe, évidemment, le montre bien, c'est qu'on ne peut pas encore faire circuler de manière facile les véhicules de train sur l'ensemble des réseaux européens ferroviaires, parce que ce n'est pas les mêmes systèmes d'alimentation électrique et parce que ce n'est pas les mêmes systèmes de signalisation. Le grand projet de recherche européen, ce sera de pouvoir mettre en œuvre sur l'ensemble du réseau les mêmes normes, mais surtout les mêmes technologies, ce qu'on appelle le RTMS. Et la 4e génération des trains, des TGV Alstom, c'est ça. À l'échelle mondiale, c'est un peu le même sujet d'ailleurs sur le nucléaire. On parlait tout à l'heure des transferts de technologie aux Chinois. Dans le cas de la technologie ferroviaire, la concurrence chinoise risque d'être et est déjà extrêmement dangereuse pour les marchés émergents, les marchés qui vont se développer maintenant. Et donc la normalisation, par exemple sur la signalisation, pas simplement sur les véhicules, mais sur la signalisation, puisque le grand accident de TGV chinois qui vient d'avoir lieu, il était dû à des problèmes de signalisation. Donc c'est absolument majeur. Alors, sinon, sur la voiture électrique, on en parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi, c'est la question de l'usage. Et c'est pour ça que je voudrais revenir à nouveau sur le fait qu'on parle de système quand on parle de transport. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technologies ou des technologies réinventées, comme vous l'avez dit. Il y a leur insertion dans l'espace, les aéroports, les parkings ou les endroits où on peut recharger. Des relations avec la société, parce que c'est vrai qu'en Israël, une très grande partie des voitures n'appartiennent pas à des individus, mais sont des flottes collectives. Et donc ça facilite bien sûr la maintenance et ce genre de choses. De même que tout ce qui est covoiturage, Autolib ou autre, autopartage, va bien avec la voiture électrique et va bien avec un meilleur partage de l'espace et avec finalement des systèmes dans lesquels on est piéton, on prend un vélo, Autolib, un tramway. Salut Jean Botti, merci Jean Botti d'être venu et de nous avoir raconté cette histoire sur l'avion du futur. Merci. Qui repart pour Singapour dans un avion normal pour l'instant. Pardon, je vous ai coupé. Et donc, il va faire un métissage des transports parce qu'il ne va pas aller directement à Singapour, comme ça, là, à partir de la sortie. Donc, les normes, oui. Les usages et l'insertion dans des systèmes spatiaux, enfin de l'espace, comment c'est organisé, et dans des systèmes de société. Et puis, ce qui va permettre, entre autres, le développement de ces nouveaux usages, ce sont d'autres technologies. Et ce sont les technologies, donc, je veux dire, des communications, de la communication et de l'information au sens large. C'est le système de réservation de sa voiture, mais pourquoi pas de sa voiture plus billet de train, voiture plus billet de train plus billet d'avion.
Quand on parle avec le commissaire européen au transport, qui est un monsieur finlandais, il dit qu'il aimerait bien prendre le train, le TGV, dont il connaît la réputation, entre Paris et Lyon, mais qu'il a l'information sur les horaires, oui. Mais par contre, la billettique en gare d'Helsinki, il n'y arrive pas à acheter le billet. Donc ce que je veux dire, c'est que le développement des transports, certes les véhicules, mais au moins, me semble-t-il, autant, ou en tout cas de plus en plus, la connectivité qui va avec, l'information des voyageurs et l'interconnexion des systèmes d'information. La billettique, et par exemple, ça veut dire des questions d'organisation, l'innovation dans l'organisation, y compris dans l'organisation des collectivités qui s'occupent de délivrer des billets. Les chambres de compensation entre les transporteurs, les opérateurs, les gens qui récupèrent les tarifs, etc., pour que tout ceci soit fluide. Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de compensation ? C'est le fait que, par exemple, si vous avez à Toulouse le département qui fait le transport scolaire, la SNCF qui fait le transport régional, la ville ou la communauté qui fait le transport en métro et en tramway, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour les billets communs ensuite se répartir les choses, exactement comme les compagnies d'aviation le font, et comme par exemple les compagnies de train en Angleterre, il y a des systèmes de billettique et de tarification communs aux différentes compagnies de chemin de fer. Bon. Donc ces différents sujets, ils sont extrêmement importants en organisation et en technologie pour finalement aboutir à quoi ? À un développement des usages et des différents transports. Et tout ceci se retrouve dans un mot qui est un peu un mot valise, qui est le fameux mot multimodalité. Donc là-dedans, il y a à la fois des questions physiques, d'espace. Bon, comment est-ce qu'on organise par exemple les gares, pour que les taxis puissent y arriver facilement, les auto-partages puissent être garés à un bon endroit, pour que les vélos, c'est extraordinaire les gares hollandaises dans lesquelles vous avez des vélos en quantité. Alors, ils s'envolent beaucoup à Amsterdam, des voilà, vélos. ils s'envolent beaucoup. Et justement, comment on fait énormément. La légende d'Amsterdam veut qu'il ne manque qu'un seul vélo. C'est pour ça que tout le monde se les vole. C'est pour ça que tout le monde le tourne. Donc, il y a la question de l'organisation physique. Et tout à l'heure, on parlait, vous allez parler peut-être de l'aéroport. Bon, c'est très, très, très intéressant de voir. On choisit quelquefois son avion, si je puis dire, ou en tout cas sa compagnie aérienne, en fonction du programme de fidélisation, la facilité de se débrouiller sur Internet pour trouver des bons billets. Évidemment, de l'aéroport. Pour la France, en tout cas pour Paris, c'est plus pratique de partir d'Orly que de Roissy, mais évidemment pas pour aller en Asie. Mais aussi, quand on voyage beaucoup, on se dit, bon, où sera la station de taxi ? Est-ce que j'aurais pu réserver mon taxi en avance ? Où est la station où est-ce que je pourrais louer ma voiture ? Voilà. Donc, mais ça, c'est le gouvernement qui doit faire ça ? C'est l'Union européenne ? Qui est-ce qui doit s'occuper de ce genre de choses ? C'est les entreprises ? Je crois que ce que peuvent faire les gouvernements, dans tous les pays du monde et l'Union européenne, c'est les cadres, les normes et les grandes règles, notamment de concurrence. Mais ça ne marche bien que quand ce sont des entreprises qui finalement sentent le marché et développent les nouveaux usages. Ce qui est très difficile, c'est que souvent les entreprises en question, elles sont plus ou moins concurrentes. Bon. Et donc il y a certains cas sur lesquels il y a différentes normes. Oui, il y a des différentes normes. Bon. Et puis c'est sûr que en théorie, par exemple, la voiture, elle est concurrente du train. Bon, moi, je pense qu'elle n'est pas concurrente du train parce que c'est pas pour faire exactement la même chose. Bon. Et donc, on voit de plus en plus des plateformes, comme on dit, de coopération pour développer ces usages qui permettent d'assurer finalement ce qu'il faut faire en termes de mobilité. Je pense qu'il y a deux choses à laquelle la puissance publique doit veiller. C'est l'accessibilité, parce que je disais tout à l'heure que la mobilité est devenue un droit, est devenue une injonction, mais que quand on est immobile, on n'a pas accès à l'emploi, on n'a pas accès à la connaissance, à la formation, à la culture, etc. Bon, à la liberté dans une certaine mesure. Bon, il n'y a qu'à voir le développement des scooters dans les villes d'Asie du Sud-Est. Toute la jeunesse, elle veut avoir un scooter. Même en France. Et même en France. Bon. Partout. Donc il y a Moi-même. Donc il y a la liberté et il faut organiser cette accessibilité, mais en même temps la rendre compatible avec le fait que tout ça c'est bien gentil, mais ça consomme énormément d'espace et énormément d'énergie.
Bon. Donc, concilier les deux sans en aboutir à ce qui serait un rationnement de la mobilité pour cause d'insuffisance d'énergie. Vous savez, on lit des livres de science-fiction où on voit ça. Il y a des travaux de recherche qui parlent de ça. Ah bon. Et donc, il me semble qu'un des grands enjeux sur la mobilité, c'est ça. C'est de la rendre compatible avec les questions de rareté de l'espace et surtout de ce qu'on peut faire avec le carbone. Donc la voiture électrique, le train, ce sont des véhicules nucléaires, ce sont donc des véhicules décarbonés pour l'instant, avant qu'on réussisse à les faire fonctionner avec d'autres formes d'énergie. Donc je crois qu'il faut regarder ce genre de choses en face. Et parler des véhicules, vous savez, moi j'ai été très fier, par exemple, quand j'étais patron de la RATP, j'ai fait l'automatisation de la ligne 1 du métro première mondiale. Quand j'étais patron de la SNCF, on a fait le record du monde de vitesse sur rail homologué, puisque les Chinois, on n'est pas sûr que le leur soit homologué. Petite pique, là. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il y ait que les seuls véhicules. Voilà, c'est ça, c'est que je pense qu'au-delà des véhicules, de leur modélisation, d'Alstom qui réussit à améliorer par 3 en 20 ans la puissance massique des moteurs et tout ce genre de choses, bon, il y a à aller plus loin et plus large si on veut véritablement avoir des innovations qui correspondent aux besoins de tout un chacun. Ouais. Et qui soient compatibles avec les contraintes environnementales. Alors dans les innovations, il y a quelque chose qui est un peu dont tout le monde parle, Marc Pircher, c'est la géolocalisation, c'est les satellites. Et vous nous dites, ça, c'est une révolution. Alors expliquez-nous en quoi c'est une révolution. On va parler de satellites à Toulouse, c'est une bonne idée ça. Hein, on est on a parlé des voitures. On est dans la ville des satellites. Alors on a parlé des voitures, on a parlé des avions, on va parler des satellites. Alors il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que les satellites, ils simplifient les infrastructures. C'est un simple truc à retenir. Parce que on peut prendre les exemples de météo, on met des satellites, on remplace des tas de trucs qu'on mettrait partout dans le monde entier pour essayer de comprendre comment la planète, comment la météo passe. Les télécoms, c'est un peu pareil. Les télécoms, on est passé des fils partout en cuivre pour aller dans les maisons, on passe avec des portables, on va tout de suite à des technologies qui simplifient. Et hop, on peut passer avec des bons satellitaires. Avec un satellite, vous couvrez un hémisphère, pratiquement un continent entier. Les téléphones portables, pour l'instant, on passe encore par des antennes. Un continent entier, oui, mais vous avez besoin d'antennes pour aller avec le satellite, mais vous y allez directement. Quand vous regardez les télévisions analogiques, on avait tous les 50 km des machins. Et puis tous les 50 km, d'un seul coup, hop, vous mettez un satellite là-haut, il vous remplace tout ça. Alors maintenant, on a fait la TNT en utilisant les répéteurs analogiques, mais quand on regarde bien, dès qu'on utilise le satellite, on simplifie. Alors on simplifie, ça crée des problèmes économiques parce qu'il y a des entreprises qui font évidemment les trucs au sol, qui ne sont pas tout à fait contents. Donc on n'a pas toujours réussi le fait de faire le bon satellitaire pour simplifier. Il y en a qui ont préféré faire compliqué plutôt que de faire simple. Hein. Mais globalement, on pourrait le faire par satellite. Vous pensez qu'on devrait tous avoir des téléphones satellites ? Quand on a fait la géolocalisation, qu'est-ce qu'on a remplacé ? Louis XIV, il avait envoyé des arpenteurs à travers toute la France pour mesurer la France. Et alors il avait mesuré la France, il avait fait des cartes. Et il s'est retrouvé avec un pays qui était plus petit que s'il croyait, et il a perdu en surface plus que toutes ses guerres. Il n'était pas très content. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait avec les satellites une carte du monde tous les 6 mois au mètre carré, partout. On peut faire toc, 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 tranquille. Vous faites, il n'y a plus besoin d'aller arpenter, là, vous avez tous les trucs. Et vous avez la surface du monde entier avec des trucs comme GPS, mais avec aussi des éléments qui sont liés à l'imagerie spatiale, puisque vous faites des images tout le temps. On a lancé un satellite, si vous voulez, ça fait 50 cm de résolution, on fait tout en 3D, on l'a lancé l'année dernière, on va pouvoir voir pousser les satellites Pléiades. On va pouvoir voir pousser les immeubles à Shanghai. Hein, vous faites une image toutes les semaines, là, ça pousse tout le temps là-bas. Donc toutes les semaines, vous voyez monter les immeubles. Donc en fait, on commence à avoir une infrastructure assez simple finalement. Vous mettez le satellite, vous avez tout. Le global positioning, là, le GPS que vous avez, que les voitures utilisent, finalement, vous avez un truc qui est mis autour de la Terre. Au lieu d'aller mettre des trucs partout, là, il aurait fallu, on aurait très bien pu le faire au sol, ça. Hein. Vous savez où vous êtes, ici dans la halogramme, vous avez besoin d'un satellite pour savoir où vous êtes. Par contre, quand vous vous promenez partout, vous avez ça. Et maintenant, tout est interopérable, c'est-à-dire qu'on sait mettre des cartes partout. Tout le monde a son téléphone, smartphone. Il a sa carte dessus, il sait qu'il est en train de passer à côté de la halogramme, il sait qu'il y a un événement, il sait qu'il y a une batterie à remplir pour sa voiture, on saura le mettre dedans. Et si on sait le mettre sur le smartphone aujourd'hui, demain, avec les satellites, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre l'intelligence aussi dans la voiture, on va mettre l'intelligence aussi dans l'avion. C'est-à-dire que déjà, dans l'année qui vient, on a mis en place avec GPS assisté l'atterrissage automatique des avions. Vous n'avez besoin d'aucune infrastructure sol.
vous savez faire atterrir les avions. Une fois que vous savez faire atterrir un avion sur une piste n'importe où, qui n'est même pas structurée, vous imaginez que vous donnez aux pays émergents la capacité de faire un bond de plusieurs décennies d'un seul coup. Il n'y a pas besoin de faire toute son infrastructure. Vous savez que les téléphones portables, ils sont partout, en Afrique, n'importe où, vous en avez partout. Donc, et demain, vous aurez la possibilité, vous n'avez pas besoin de mettre d'infrastructure. Donc, vous faites aussi faire avec les satellites. Je suis vendeur de satellites, là, hein, je m'occupe de satellites. Donc, quelque part, vous savez faire avec les satellites quelque chose que vous ne sauriez pas faire s'il fallait faire des infrastructures dans tous les pays, avec du câble dans tous les coins, etc. Et quand vous faites la géolocalisation, je vais plus loin, j'invente la voiture de demain. La voiture de demain, je vais lui donner... Vous écoutez parce que j'écoute. vous réinvente vos voitures. Là. Qu'est-ce que je vais lui donner dans la voiture de demain? Aujourd'hui, j'ai les smartphones, j'ai tout dessus. Dans la voiture, il y a un calculateur. J'y mets le smartphone. Il a déjà inventé, nos collègues de l'automobile, le régulateur de vitesse. Bon, on sait faire le régulateur de vitesse, on sait tout faire. Ils ont inventé des radars devant, derrière, machin, côté, à droite, à gauche. Donc, on est capable de monter sur une autoroute sans aucun problème. Vous êtes guidé par satellite. Je sais guider un avion pour le poser. Hein. Donc, le pilote, il fait que suivre là. Donc, je sais mettre une voiture sur l'autoroute avec le satellite, je sais où elle est. J'ai une carte parfaitement à jour. Je sais exactement où il est localisé. Je le localise à mieux que le maître. Je suis capable de lui dire, il y en a une devant, il y en a une derrière. Demain, c'est déjà dans les smartphones des solutions pour dire, vous savez où sont tous vos correspondants, smartphone. Hein, il faut que vous localisez. Vous faites une image avec n'importe quel appareil photo aujourd'hui, vous avez les coordonnées GPS de l'image que vous avez faite. Donc, vous avez la connaissance exacte de où vous êtes. Et vous savez que les autres savent où vous êtes. Et bien, quand vous êtes dans une voiture, vous êtes capable de savoir où vous êtes. Vous êtes capable de savoir que la voiture devant, où elle est, la voiture derrière, où elle est, la voiture à droite, la voiture à gauche. Une fois que vous êtes monté sur l'autoroute, régulateur de vitesse, le machin, il se fait en automatique. En plus, je vous donne les données météo. Ah ben oui, parce qu'il va faire chaud, il va faire froid, il y a la météo, il y a l'humidité, ça va glisser. Attention, on va freiner. Donc, je fais en fait, je n'augmente jamais le trafic. Et je le fais avec quoi? Des satellites que j'ai mis là-haut. Infrastructure, certes, ça coûte cher. Ça coûte très cher, un satellite. Si, ça coûte très cher. Totalement, ça c'est une fausse idée. Ah bon? Parce que par rapport au kilomètre de TGV de ma collègue à gauche, c'est nettement, si vous voulez, c'est 10 km de TGV, vous mettez un satellite là-haut. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de TGV, attention, hein, rassurons-nous. Mais il y a besoin de mettre une infrastructure qui, finalement, quand on regarde, elle permet de donner un accès beaucoup plus rapide à des tas de choses. Et les pays émergents, ils ont bien compris ça, hein, ils le prennent. Et aujourd'hui, on exporte vers les pays émergents beaucoup plus que chez nous, parce que nous, on a déjà les infrastructures, on n'a pas franchement besoin de ça. Et donc, quand on regarde bien et qu'on se projette sur le global positioning et sur la géolocalisation, ben finalement, on a remplacé tous les arpenteurs, tous les gars qui faisaient des cartes, pas complètement, parce qu'on a aussi besoin d'eux. Mais on a besoin d'eux pour renseigner les informations sur les cartes qu'on leur donne venant des satellites. Donc finalement, avec cette possibilité de se projeter demain avec une voiture qui, sur une autoroute, très franchement, n'allons pas mettre des infrastructures sur l'autoroute pour suivre le truc avec des câbles, avec des machins. Faisons ça directement par satellite. C'est ce que j'appelle faire simple plutôt que faire compliqué. Donc voilà, c'est ce que je voulais essayer d'exprimer. Et ici à Toulouse, ça a été dit tout à l'heure, c'est la capitale spatiale de l'Europe. Un quart des emplois spatiaux se font à Toulouse. En Europe? À Toulouse. En Europe. Donc c'est une capitale spatiale. Ouais, c'est impressionnant. Donc on essaye de vendre notre truc là. Hein, non, mais vous l'avez extrêmement bien vendu. Je crois qu'on peut l'applaudir. Il a été très bon. Alors, je vais essayer de créer la polémique, pas sûr que j'y arrive, mais à ma droite, Michel Dom, qui est donc directeur de recherche au CNRS, lui est spécialiste du positionnement, mais par des méthodes très différentes. Il n'y a pas de satellite là, je suis désolé, monsieur Percher. Et alors, expliquez-nous, vous reconnaissez les objets à partir de vidéos qui analysent, c'est-à-dire que là, on pourrait avoir une caméra sur le front et on reconnaîtrait l'endroit. C'est bien ça? Oui, c'est effectivement ça. Je pourrais essayer de resituer tout à l'heure globalement ces recherches-là, mais en gros, on serait capable effectivement de savoir très précisément, à quelques centimètres près, où on se trouve dans cette pièce. Et je veux rebondir sur ce qui vient d'être dit. Les technologies sont complètement complémentaires, puisque effectivement, le satellite permet, en milieu dégagé, d'avoir des précisions de localisation qui permettent effectivement, je vous rejoins complètement, d'arriver vers des véhicules automatiques. Par contre, souvent, en centre-ville, dans des rues étroites, lorsqu'on est obligé de rentrer dans des infrastructures, on a fait des expériences, par exemple, avec les véhicules de laboratoire sur le site d'Airbus à Toulouse, où on est amené à rentrer dans les hangars. Et là, effectivement, il faut trouver des alternatives au GPS. Et les deux technologies, entre guillemets, sont tout à fait compatibles. Parce qu'en race campagne, le satellite est utile
et la vision artificielle n'a pas suffisamment d'amer visuel, et dès qu'on rentre en ville ou dans des bâtiments comme ici, l'environnement devient très riche et on est capable de trouver la position. Donc c'est des choses qui sont tout à fait complémentaires et qu'il ne faut surtout pas opposer. Mais ça marche comment alors? Alors, ça marche simplement que lorsque vous déplacez une caméra vidéo et que vous enregistrez donc toute cette séquence, vous allez suivre par exemple le pupitre devant nous et on va être capable par des programmes informatiques de retrouver la trajectoire de la caméra et reconstruire en 3D l'environnement devant nous. Donc on arrive comme ça à construire donc l'environnement dans lequel se déplace la caméra. Si cette caméra est placée sur un véhicule, on arrive à conduire un véhicule. Alors je voudrais rebondir un petit peu pour resituer ce travail-là. Et je rejoins complètement Madame Hydrac sur effectivement la mobilité, il faut la repenser de façon globale. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. Depuis 2007, la population urbaine a dépassé la moitié de la population mondiale. Si on se projette en 2050, ça sera de l'ordre de 80% de la population qui vivra en milieu urbain. On peut trouver ça de façon un peu contradictoire, c'est-à-dire que les gens viennent se focaliser sur des lieux de vie où on a une concentration importante, et pourtant la mobilité au niveau mondial explose complètement. Donc, entre guillemets, effectivement, je crois que maintenant, on existe parce qu'on est capable de bouger. Et il faut effectivement repenser l'ensemble de la mobilité. Alors, les différents moyens, que ce soit l'aérien, le rail, le bus, le tramway, sont tout à fait complémentaires. Par contre, quelque chose qui est extrêmement important à repenser, c'est effectivement la voiture individuelle. Est-ce qu'on doit rester propriétaire de sa voiture ou est-ce qu'on doit tendre vers des systèmes tels que Autolib, qui est expérimenté à Paris? Donc je pense que c'est vraiment un débat qu'il faut avoir. Et nous, entre guillemets, en tant que laboratoire de recherche, laboratoire CNRS, on a essayé de développer un système bas coût qui puisse être commercialisé de véhicules automatiques. Donc c'est quelque chose... C'est un véhicule sans pilote. C'est un véhicule sans pilote, Ouais, il a une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière. On est en plein cinéma là. On est le cinquième élément. On est en plein cinéma, mais c'est des choses qui sont réalistes. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs choses que l'on peut voir. Il y a eu beaucoup de retombées médiatiques sur des premières mondiales qui sont faites par exemple par Google. Il y a des véhicules Google équipés avec certains capteurs qui ont permis de parcourir plusieurs centaines de kilomètres. C'est quelque chose qui a fait suite à un programme qui a été lancé par les Américains au niveau du challenge DARPA, qui avait pour but effectivement de développer des véhicules qui pouvaient se mouvoir seuls et de manière autonome. Là, c'était militaire. C'était ouvert aux universités du monde entier, mais c'était à but effectivement militaire. C'était un soldat automatique. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de choses, certaines qu'on a évoquées ce matin, qui effectivement, peut-être qu'au départ, quand on parle de satellites et de géolocalisation, c'est quand même au départ le GPS, c'est l'armée américaine qui a mis ça en place. Donc effectivement, on voit très bien que toutes les avancées scientifiques peuvent avoir des retombées dans la vie sociétale et de manière intéressante. Alors les véhicules DARPA, effectivement, ont réussi à parcourir des centaines de kilomètres, mais actuellement, les véhicules les plus aboutis embarquent de l'ordre de 5 à 600 000 euros d'équipement sur le véhicule. Oui, c'est un peu cher. C'est un peu cher et je ne pense pas que le véhicule du grand public, difficile. le véhicule grand public va pas pouvoir effectivement, ou le grand public va pas pouvoir bénéficier au moins à très court terme de ces avancées. Les technologies que l'on a pu développer ont été présentées au Mondial de l'Auto en 2011, ont été présentées au Challenge Bibendum à Berlin en mai 2011. Le véhicule qui est prévu, qui est en cours d'industrialisation, doit être prévu pour être vendu aux alentours de 25 000 euros. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait réaliste. Par contre, on se trouve là, et il faudrait adresser peut-être des signaux vers les pouvoirs publics, on est devant un vide juridique. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est capable de se mouvoir seul. Par contre, on ne peut pas le plonger dans la circulation conventionnelle, parce qu'effectivement, il peut y avoir... Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une voiture sans pilote? On se mettrait à l'arrière tranquillement et on attendrait que... Pourquoi ça ne marcherait pas? Pardon, Anne-Marie Hydrac, allez-y. Ce dernier point, effectivement, on le disait ensemble, montre bien l'importance de la réglementation pour soit faciliter, soit rendre plus difficile.
et pour, comment dire, créer un espèce d'écosystème favorable à un moment à l'industrie, mettons, européenne, ou pas. Bon. Et ça, ce sont des choses qui sont juridico-techniques, juridico-technico-économiques, et un aspect peut-être pas très très connu, c'est très compliqué, des questions d'innovation. Moi, il y a une chose qui me frappe en entendant la discussion, là, à part que c'est passionnant, c'est qu'en fait, on parle de plusieurs types de choses. On parle de sujets sur lesquels il peut y avoir des véhicules ou des systèmes qui seront des niches. Et c'est très bien, les niches. Et il y a des entreprises qui peuvent gagner beaucoup d'argent avec des niches. Et comme on est dans des segmentations des marchés de plus en plus fortes dans tous les domaines, bon, ça correspond à quelque chose. Bon. Et là, on peut se permettre un certain niveau de prix final pour le consommateur et des conditions d'usage ou d'insertion dans tous les systèmes dont on a parlé qui soient assez spécifiques et particulières. Bon. Et puis, il y a des systèmes ou des véhicules de masse. Et là, c'est pas pareil. Et à ce moment-là, par exemple, un sujet dont on n'a pas parlé, qui est toute la question de la maintenance et de la robustesse et de l'organisation du système, c'est très très important. On peut tomber sur des véhicules qui sont formidables du point de vue écolo, qui sont pas trop chers, qui ont été super bien testés en démonstrateur, etc., etc. Bon, mais qui, pour l'opérateur, la compagnie de chemin de fer, la compagnie d'autobus ou l'organisateur du système, bon, c'est impossible à maintenir. Ça tombe en panne tout le temps. Ou la maintenance est très très chère. Ou il faut des ateliers énormes qu'on ne sait pas où mettre en centre-ville. Bon, donc encore une fois. L'ensemble du système. Vous pensez au Vélib, là, vous pensez au Vélib en disant ça? Non, le Vélib, ça marche très bien, même si effectivement il y a sans doute moins de, comment dire, il y a plus de dégâts et d'agressions et donc de questions de maintenance qu'il était prévu. Bon, mais je pense à d'autres expériences. Par exemple, mettons les bus au gaz. Parmi les problèmes que cela pose, il y a le fait que personne n'a tellement envie d'avoir une station de gaz près de chez soi. Bon. Et pour autant, on aimerait bien avoir le bus pas loin. Bon, ce sont des choses que j'ai vécues comme patron de la RATP. Voilà. Donc, quand on parle de s'adresser à des marchés de masse, toutes les questions de maintenance et de robustesse sont particulièrement importantes. C'est l'un des aspects de l'innovation. Et c'est l'un des sujets, par exemple, où sur tout ce qui est la télémaintenance, les contrôles à distance, etc., il y a eu pas mal d'innovations et il y aura, je pense, pas mal d'innovations à l'avenir. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que tout ce qui est localisation, qu'elle soit géo ou pas géo, excusez-moi, bon, c'est très, 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 très important pour les opérateurs de transport, pour repérer où sont leurs véhicules, pouvoir organiser les dépannages. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de transport de marchandises encore pour le moment, alors même que, bon, pour développer la mobilité comme driver, comme on dit, il y a l'urbanisation et la mondialisation, et donc les échanges de marchandises, les marchandises qui font 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans votre supermarché. Bon, eh bien, la logistique à base de géolocalisation, c'est très fort, et c'est une des forces, par exemple, des camions pour transporter des marchandises. Donc, encore une fois, pardon de donner l'impression d'être un petit peu, je mélange des ânes à des coqs, mais c'est parce que les choses sont extrêmement liées. On part de besoins d'individus à des systèmes tout à fait globaux. Thierry Koskas, vous qui êtes chez Renault, c'est une marque grand public. Qu'est-ce que ce qui est dit ici vous inspire? Est-ce que vous avez besoin qu'est-ce que vous utilisez des technologies de satellite ou de reconnaissance visuelle? Qu'est-ce que vous embarquez, vous? Qu'est-ce que vous prévoyez d'embarquer dans vos voitures? Alors on fait des choses très concrètes. D'abord, on a, indépendamment du véhicule électrique, contribué beaucoup à démocratiser les systèmes de navigation. On a été les premiers à les commercialiser à un prix qui fait que finalement, aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une Clio, par exemple, il y a 60% des Clio qui sont vendus qui ont un système de navigation, parce qu'on l'a complètement démocratisé. Donc on pense que c'est vraiment quelque chose qui a un apport majeur pour le client. Le véhicule électrique, ça demande un pas supplémentaire. Alors, je donne un exemple concret. Vous attendez, quand vous avez un véhicule électrique, de pouvoir savoir sur votre téléphone portable quel est son niveau de charge, de pouvoir déclencher la charge à distance, voire la programmer pour bénéficier des heures creuses. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire à travers la connectivité de chacune des voitures.
Et puis, pas supplémentaire, vous voulez savoir, par exemple, OK, je veux pouvoir localiser les stations de charge, les bornes de charge, mais je veux aussi savoir lesquelles sont libres. Parce que c'est pas la peine que j'aille m'arrêter au supermarché s'il y a 5 bornes et que les 5 sont déjà prises. C'est ce genre de choses qui est aujourd'hui tout à fait possible. Alors Renault n'est pas capable de le faire tout seul, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la part des fournisseurs d'infrastructures la mise en place d'un protocole commun, que chaque borne on puisse savoir si elle est libre ou pas et que ce soit un langage commun. Donc ça demande un peu que les gens se mettent un peu autour de la table. C'est aujourd'hui, par exemple, le cas au Portugal. Au Portugal, tout le monde s'est mis autour de la table sous l'égide des pouvoirs publics pour aller dire, OK, n'importe quelle borne au Portugal, si vous conduisez une voiture électrique au Portugal, vous êtes capable de savoir est-ce que les bornes sont libres ou pas. Et demain, l'étape supplémentaire, c'est vous serez capable de les réserver. Tout ça, ça fait appel évidemment à la géolocalisation et aussi à la connectivité. C'est l'idée que chacune des voitures puisse être connectée et qu'on puisse agir complètement dans son environnement. Alors, Michel Dame, parce que vous aussi, vous allez faire des voitures électriques avec Ligier, c'est ça? Tout à fait. Mais alors, vous dites que c'est les dernières centaines de mètres. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, par exemple, je prendrais une voiture électrique de chez moi ou une station en commun de type Autolib ou autre, où ça pourrait être la mienne. Et puis, si j'arrivais, par exemple, chez Airbus à Blagnac, à l'intérieur de ça, je serais conduit par une voiture sans pilote. C'est-à-dire que je changerais de véhicule à chaque fois. Alors, effectivement, on revient sur la notion d'intermodalité. On peut très bien imaginer qu'effectivement, vous prenez un RER, vous prenez un tramway, vous arrivez à une station et il vous reste quelques hectomètres à parcourir. Donc, le véhicule dont on a déjà parlé a pour vocation, puisque effectivement, on ne peut pas tout de suite le plonger dans la circulation traditionnelle, on a essayé de trouver effectivement la niche où il pouvait être utilisé. Et la niche où elle peut être utilisée, où on a vraiment identifié donc des besoins, c'est la mobilité sur tous les grands sites industriels. J'ai parlé tout à l'heure d'Airbus, mais ça peut être effectivement la liaison entre le parking et le terminal d'aéroport, le parking et la gare SNCF, une station de RER avec un centre culturel ou des choses comme ça. Donc on est vraiment sur la mobilité des quelques mètres. Je peux vous donner un autre exemple qui est concret, qui va démarrer dans moins de 6 mois. C'est sur Clermont-Ferrand, le nouveau CHU, qui finalement a été construit sous les nouveaux plans qui seront en vigueur maintenant, qui sont des hôpitaux à l'horizontale. Et finalement, cet hôpital est organisé autour d'un couloir qui fait 250 mètres de long. Et donc, effectivement, pour les valides, c'est pas très grave. Par contre, pour les gens à mobilité réduite ou les malades, se déplacer sur 250 mètres, c'est difficile. Donc, nos petits véhicules vont être mis à l'intérieur du bâtiment. Et vous avez cité tout à l'heure la notion d'ascenseur horizontal, c'est exactement ça. On se déplace entre les étages verticalement. Là, c'est des véhicules qui, de façon automatique, on va pouvoir appeler à l'aide d'une borne sur lequel on va pouvoir monter à l'intérieur et avec une interface homme-machine simplifiée, désigner l'endroit où on doit être transporté. Alors ça, c'est l'ascenseur horizontal. Mais vous, Christian Lelièvre, vous voulez nous faire des aéroports verticaux. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée-là quand même? Vous m'avez beaucoup surpris quand vous m'avez parlé de ça. Oui, c'est l'idée que quand on regarde, vous connaissez peut-être l'aéroport d'Orly-Sud, alors c'est un aéroport à l'ancienne. Il y a la piste, il y a un bâtiment, et puis il y a une grande verrière en haut pour regarder les avions décoller et atterrir. Donc ça c'est super, mais c'était en 1950. Aujourd'hui, pour franchir quelques étapes directement, c'est un problème de flux. Il y a des passagers avec des valises qui arrivent, il y a des avions qui arrivent, et les avions, dans les 30 ou 40 prochaines années, ce seront les mêmes. L'A380, dans 30 ans, il volera encore, il aura le même nombre de portes. Donc ça ne va pas changer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'interface ou la fluidité entre les passagers et l'avion? Alors on a un peu phosphoré avec une équipe de ADS là-dessus, et plusieurs solutions sont apparues avec... Notamment, c'est à ça qu'Étienne faisait allusion, le fait, par exemple, d'arriver sous l'avion et de passer en 3D. En fait, aujourd'hui, tous les aéroports, ils sont en 2D, c'est-à-dire que c'est tout plat. Alors, il y a des ascenseurs, il y a des étages, mais fondamentalement, la conception est à plat. Là, l'idée, c'est de faire croiser des flux en 3D. C'est-à-dire que, par exemple, les passagers peuvent arriver avec leurs moyens de transport au plus près de l'avion,
et monter par un ascenseur vertical, pour le coup, jusqu'à la porte de l'avion avec leurs bagages. Alors, il y aurait une trappe, c'est ça, une trappe qui s'ouvre, et comme dans les porte-avions. Maintenant, justement, on n'en est pas encore là, puisque on est obligé de prendre en compte les contraintes qui font que, les avions, ils vont pas changer. C'est un taux de renouvellement qui est extrêmement lent. Alors que les aéroports, on s'en rend sans doute pas compte ici, mais dans les prochaines années, c'est 200 aéroports internationaux en Chine qui vont être construits. 200. Donc là, ça va être une nouvelle génération d'aéroports. Et il faut vraiment penser à ce que ce sera. Et cette notion d'amener la personne le plus près possible de l'avion et avec ses bagages au plus près possible, et de façon finalement à fluidifier l'ensemble du trafic, sachant que là encore, on est dans une problématique de système, puisque l'aéroport, c'est une chose, mais en fait, la vraie fonction, c'est pas l'aéroport. La vraie fonction, c'est je suis chez moi ou à mon boulot quelque part et je veux aller jusque dans l'avion. Voilà. Et comment on fait pour simplifier cet aspect, cette fonction-là, qui est un aspect tout à fait global, qui prend en compte les transports publics, les transports individuels, la sécurité, et donc la recherche de solutions. Je pense qu'on va avoir des solutions de nouveaux aéroports qui vont être extrêmement intéressantes et extrêmement en rupture avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Sachant que ça, c'est des idées, mais où est-ce que vous allez les mettre en œuvre, ces idées-là? Alors c'est un peu comme tout ce dont on parle aujourd'hui. Je pense que les premiers aéroports de ce énième type seront pas en France ou pas en Europe, parce qu'on construit pas beaucoup de très grands aéroports en Europe actuellement, mais évidemment dans les pays émergents. Donc au Brésil, en Afrique. Brésil, Afrique, Asie. Donc ils auront des aéroports bien meilleurs que les nôtres. C'est-à-dire qu'ils sont une génération d'après, quoi. Alors, ça, c'est un des sujets aussi intéressants sur les transports. Moi, je pense que dans l'évolution des aéroports, il y a un phénomène majeur qui est apparu ces dernières années qui s'appelle la valise à roulettes. Ça a beaucoup joué, parce que quand vous voyez les aéroports, en particulier en Asie, où vous vous trimballez, mais pendant des centaines de mètres qui finissent par faire des kilomètres quand vous avez des correspondances, etc., par rapport à l'aspect de système et de manière un petit peu anecdotique, on voit bien que c'est toutes les modalités du transport, les escaliers roulants, etc. etc. Bon. Mais sur quoi je voudrais réagir, c'est sur la question justement du temps. Parce que nous sommes en train de parler de choses où il y a à la fois des technologies qui bougent très vite,